Bienvenue pour cette exploration en profondeur. Aujourd'hui, on s'attaque à Amundement, un texte qui, 25 siècles après son écriture, continue de fasciner. L'art de la guerre de Sun Tzu. Absolument. Rien que le nom, ça évoque une sorte de sagesse stratégique, presque mythique. Oui, et dont les leçons semblent aller bien au-delà du militaire, hein. Tout à fait. Alors, nos sources pour cette discussion, ce sont des extraits de la traduction française classique. L'objectif, c'est d'aller un peu au-delà des citations qu'on entend partout pour vraiment essayer de saisir l'essence de cette pensée. Oui, qu'est-ce qui fait que ça résonne encore aujourd'hui, finalement? Exactement. Qu'est-ce qui rend ce traité si pertinent, si loin des champs de bataille de la Chine ancienne? On va essayer de décrypter ensemble les grands principes, les idées fortes. Et peut-être tordre le cou à quelques idées reçues aussi. Voilà. Ce n'est pas juste une histoire de connaître son ennemi, c'est bien plus complexe et subtil que ça. C'est exactement ça. Et pour bien comprendre, je pense qu'il faut d'abord se replacer un peu dans le contexte. Oui, bonne idée. On est en Chine, au 5e siècle avant notre ère. C'est une période de chaos terrible, qu'on appelle les royaumes combattants. Les États se font la guerre sans arrêt. Un contexte assez rude donc. Ah oui, très rude. Et c'est là-dedans qu'émerge ce texte, avec des influences philosophiques, notamment le taoïsme, c'est assez clair. Ah oui, comment ça se voit? Par cette idée très forte que la souplesse, la fluidité, tu vois, comme l'eau qui épouse le rocher, est finalement plus puissante que la force brute, la rigidité de la pierre. D'accord, je vois. Et puis il faut bien voir que pour l'époque, c'est incroyablement novateur. On peut dire que c'est le premier grand traité de stratégie globale. Global. C'est-à-dire, Il met l'accent sur des aspects qui étaient révolutionnaires. La psychologie de l'adversaire, l'importance, mais alors capitale de l'information, et tout l'art de la ruse. d'accord? Alors justement, entrons dans le vif du sujet. Dès le début, Sun Tzu, il pose les choses, la guerre, c'est pas un jeu. Non, c'est une affaire de vie ou de mort pour l'État, pour le peuple. C'est très clair. Et il dit qu'avant même de penser à quoi que ce soit, il faut évaluer 5 facteurs fondamentaux. C'est un peu les fondations de toute stratégie, c'est ça? C'est exactement ça. Les fondations. Ces 5 piliers, c'est la clé de voûte de son système d'analyse. Et quels sont-ils ces 5 piliers? Alors, premièrement, il y a la doctrine, le Tao. C'est l'harmonie entre le peuple et ses chefs. La légitimité de la cause, qui fait que les gens sont prêts à suivre, quoi. Ok, l'unité morale en quelque sorte. Voilà. Deuxièmement, le temps, le ciel. Alors ça, c'est pas juste la météo, c'est plus large. Saisir le bon moment, comprendre les cycles, le yin et le yang si on veut, l'alternance action-préparation. La dynamique temporelle. C'est ça. Troisièmement, l'espace, la terre. Donc là, c'est la connaissance fine du terrain, les distances, les dangers, les avantages. Logique. Quatrièmement, le commandement, le général, avec ses qualités, sagesse, équité, humanité, courage et rigueur. Très important la rigueur. Le leadership, en somme? Exactement. Et enfin, cinquièmement, la discipline, la loi. C'est l'organisation de l'armée, la clarté des ordres, la logistique, les règles, tout ça. C'est vrai que ça couvre absolument tout, du moral à la météo, en passant par le chef et l'intendance. Tout est lié. Mais pourquoi il insiste tant sur cette évaluation avant de faire quoi que ce soit? Ah, mais c'est là toute l'intelligence du truc. Son idée maîtresse, c'est que la victoire ou la défaite, ça se décide bien avant le premier combat. Avant même? Oui, il parle de calculs faits dans le temple avant de lancer la campagne. En évaluant ces 5 points, chez soi et chez l'ennemi, on peut savoir, selon lui, avec une quasi-certitude, qui a l'avantage. C'est presque mathématique alors. Presque. La doctrine assure la cohésion. Le temps permet d'être en phase, l'espace devient un allié, le commandement guide bien, la discipline exécute parfaitement. Si l'analyse montre un avantage, on y va. Sinon, Sinon, on s'abstient. on s'abstient ou on cherche à changer d'équilibre. En gros, la stratégie, c'est d'abord l'analyse, l'intelligence. La bataille, c'est juste la suite logique, presque une formalité si l'analyse est bonne. C'est une perspective fascinante, très cérébrale. On est loin de l'image du héros qui fonce tête baissée. Complètement. Et ça nous amène à un autre point absolument central et peut-être le plus connu, le plus contre-intuitif, l'idée que la meilleure victoire, c'est celle qu'on remporte sans combattre. Exactement. Ça paraît quand même paradoxal pour un traité sur l'art de la guerre, non? Paradoxal, oui, mais c'est au cœur de sa philosophie. Pour Sun Tzu, le summum de l'habileté, ce qu'il appelle l'acmé de l'art, c'est de soumettre l'ennemi sans verser une seule goutte de sang. Et pourquoi c'est si important?
Mais parce que la guerre, ça coûte cher, ça détruit tout. Prendre une cité intacte, un royaume qui fonctionne encore, c'est beaucoup plus profitable que de tout raser pour gagner. La destruction est un échec en soi. C'est ça, un échec stratégique. Du coup, il propose une hiérarchie très claire des actions. Le top du top, attaquer la stratégie de l'ennemi, déjouer ses plans avant même qu'il commence. D'accord. Et ensuite? Ensuite, si c'est pas possible, attaquer ses alliances, l'isoler. Après seulement, si vraiment il faut, attaquer son armée. Et en dernier recours? En tout dernier recours, assiéger ses villes. Mais ça, il dit que c'est la pire des options. C'est long, coûteux, et le résultat est incertain. Mais concrètement, attaquer la stratégie ou les alliances, comment on fait? Ça reste un peu abstrait. Il donne des pistes, bien sûr. Pour attaquer la stratégie, il faut être plus malin, découvrir ses plans, anticiper, le forcer à faire ce qu'on veut. Une guerre de l'information déjà. Exactement. Et pour briser les alliances, il parle de semer la discorde, d'utiliser la diplomatie, la ruse, la désinformation pour le couper de ses soutiens. Le but est de l'affaiblir avant même le combat. Voilà. L'idée générale, c'est de créer une situation où l'ennemi est seul, démoralisé, et où combattre lui semble une mauvaise idée. Idéalement, il renonce sans même essayer. Ça demande de la patience, j'imagine. Patience et finesse, oui. Il insiste beaucoup. Il faut d'abord se rendre soi-même invincible, bonne prépa, bonne défense, et puis attendre. Attendre le moment où l'ennemi fait une erreur, où il devient vulnérable. C'est une approche très économe en moyens, où l'intelligence domine la force. Intelligence, patience. Et aussi, visiblement, une sacrée dose de tromperie, non? Ah oui, ça c'est omniprésent. C'est un thème qui revient tout le temps. Il le dit clairement. Toute campagne guerrière est fondée sur la dissimulation. On est loin du combat loyal à la chevaleresque. Ah bah oui, complètement. Pour Sun Tzu, la guerre, c'est pas une question d'honneur comme on l'entend parfois. C'est une question d'efficacité pour la survie de l'État. Donc la tromperie, c'est un outil, essentiel même. Et il donne des exemples concrets. Ah que oui, il multiplie les exemples. Faire semblant d'être en désordre quand on est parfaitement organisé. Paraître faible quand on est fort, pour que l'ennemi tombe dans le panneau. Le rendre arrogant. C'est ça, lui faire croire qu'on est loin quand on est juste à côté. Et inversement, lui tendre un piège avec un appât. Simuler l'infériorité pour qu'il fasse une erreur. Attaquer là où il ne s'y attend pas. Surgir à l'improviste. C'est vraiment de la manipulation psychologique appliquée à la guerre. Hein. Tout à fait. Et ça va au-delà des simples mouvements de troupes, comme tu dis. Oui. Mais oui, la dimension psychologique est fondamentale. Le but, c'est de saper le moral de l'adversaire, le fatiguer, l'irriter, le plonger dans le doute, dans l'incertitude. D'où l'importance de l'information et de la désinformation. Crucial. Ce sont des armes. Il consacre d'ailleurs un chapitre entier aux espions. Il les considère comme indispensables. Ce sont les yeux et les oreilles du général. Ah oui, carrément un chapitre. Oui. Et il va même jusqu'à distinguer plusieurs types d'agents. Ceux qui infiltrent, ceux qu'on recrute chez l'ennemi, les agents doubles, ceux qui balancent de fausses infos et ceux qui reviennent avec des renseignements fiables. C'est très détaillé. Très. Cette complexité autour du renseignement, ça montre bien que pour lui, la guerre, ça se gagne d'abord dans la tête de l'adversaire, et grâce à une meilleure connaissance de la situation. Donc on a l'analyse, vaincre sans combattre, la ruse, l'info. Mais est-ce que ça veut dire qu'il donne une recette miracle, une méthode rigide à appliquer? Ah non, surtout pas, bien au contraire. C'est un autre point essentiel, l'adaptabilité. L'adaptabilité? Ouais, il utilise souvent la métaphore de l'eau. L'eau, ça n'a pas de forme fixe, hein. Ça épouse le relief, ça coule, ça évite les points hauts, ça fonce vers les points bas. D'accord. Eh bien, une armée, dit-il, ça doit être pareil, capable de s'adapter tout le temps. Ouais. À la situation, au terrain, et surtout aux actions de l'ennemi. Il faut éviter d'attaquer là où il est fort, groupé, et frapper là où il est faible, dispersé, où il ne s'y attend pas. Donc, pas de plan figé. Surtout pas. Il rejette explicitement les stratégies rigides, les formules toutes faites. Et pour le commandement, ça se traduit comment cette adaptabilité? Il parle des 9 changements ou 9 variables. Ce sont différentes situations de terrain, de tactique, qui obligent le général à ajuster sa stratégie en permanence. Par exemple? Par exemple, ne pas camper sur un terrain qui isole, chercher des alliés si on est sur un terrain encerclé, ne pas attaquer sur un terrain mortel où on risque de se faire anéantir, etc. Des règles de bon sens, mais qu'il faut savoir appliquer. Exactement. Et plus fort encore, il dit qu'un bon général doit savoir quand désobéir aux ordres du souverain si la situation sur le terrain l'exige. Ah oui. Désobéir au chef. Oui, la fameuse phrase « certains ordres du prince ne doivent pas être acceptés ».
Parce que le général, c'est le seul qui connaît la réalité du terrain, là, maintenant. Cette autonomie est cruciale pour pouvoir s'adapter vite. C'est une sacrée responsabilité. Énorme. Et il met aussi en garde contre les 5 défauts qui peuvent perdre en général. Lesquels? La témérité, foncer tête baissée, mène à la destruction. La lâcheté, qui mène à la capture. La colère, qui le rend facile à manipuler. Un sens de l'honneur trop rigide qui l'empêche d'être rusé. Et une compassion excessive qui l'empêche de prendre des décisions dures mais nécessaires. En gros, il faut être équilibré et lucide. Maîtrise de soi et lucidité, oui. Ce sont les garants de l'adaptabilité. C'est fascinant de voir comment stratégie et psychologie sont liées à ce point. Mais au milieu de tout ça, est-ce qu'il parle des choses plus terre-à-terre? La logistique, le matériel? Ah, mais complètement. Il est extrêmement pragmatique. Dès le chapitre 2, il insiste lourdement sur les coûts de la guerre. C'est vrai. Oui, une campagne qui dure, ça épuise le trésor public, ça affame le peuple, ça émousse les armes et le moral des soldats. Il est très clair là-dessus. Donc il faut faire vite. Exactement. Il prône la rapidité. La rapidité est l'âme de la guerre. Il écrit ça quelque part. Il faut chercher la victoire décisive et vite. Et pour les ressources? Pour économiser les siennes, il recommande de vivre sur l'ennemi, c'est-à-dire utiliser ses provisions, son matériel. La logistique, munitions, vivres, entretien, c'est une préoccupation constante chez lui. Sans logistique, pas de stratégie qui tienne. C'est ça. Sans une logistique solide, la meilleure stratégie du monde, elle échoue. Même quand il parle du feu comme arme tactique, Oui, c'est ça. il le fait de manière très calculée. C'est pas pour tout brûler, hein. C'est un outil à utiliser intelligemment, selon le vent, le terrain, au bon moment, pour créer la confusion ou détruire des stocks ennemis. Tout est pensé en termes d'efficacité et d'économie. D'accord. Alors, si on essaye de faire une synthèse de tout ça, on revient souvent à cette phrase incroyablement célèbre, fin « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même ». Oui, et en sans bataille, tu ne seras jamais en péril. Oui, c'est presque devenu un proverbe universel. Mais est-ce que c'est tout? Non, attention, cette citation, elle est souvent incomplète, et du coup, on la comprend mal. Sun Tzu ajoute un 3e élément, qui est tout aussi crucial. Ah bon? Lequel? La connaissance du terrain et des conditions temporelles. Le contexte, quoi. Dans un autre passage, il dit un truc du genre « Qui connaît l'autre et se connaît lui-même ne sera point en danger en sans combat ». Ça, on connaît. Oui. Qui ne connaît l'autre mais se connaît lui-même, pour chaque victoire connaîtra une défaite. Moins bien déjà. D'accord. Qui ne connaît ni l'autre ni lui-même perdra inéluctablement chaque combat. Logique. Mais ailleurs, il précise bien « Connais le ciel, le temps, les conditions, et connais la terre, le terrain. Ta victoire sera alors totale. » Total. Donc la connaissance du contexte est aussi importante que celle de soi et de l'ennemi? Exactement. Ce n'est pas juste soi et l'autre, c'est le trio. Soi, autre, environnement. Et donc, connaître, là, ça veut dire quoi exactement? Ce n'est pas juste avoir une vague idée, j'imagine. Non, pas du tout. Ça implique une analyse en profondeur. Les fameux calculs dont on parlait au début. C'est pas superficiel. Ok. Se connaître soi-même, c'est comprendre ses forces, ses faiblesses, ses ressources, ses limites, le moral des troupes, la qualité du commandement. Vraiment à fond. Un audit interne en quelque sorte? C'est un peu ça. Connaître l'ennemi, c'est pareil. Ses forces, faiblesses, intentions probables, le caractère de son chef, l'état de ses troupes. Et l'analyse concurrentielle? Voilà. Et connaître le terrain et le temps, c'est comprendre comment l'environnement physique et les circonstances du moment vont jouer. Où sont les opportunités, les menaces, liées au lieu, au timing. Donc, c'est l'intégration de tout ça. C'est l'intégration de toutes ces données qui permet de bâtir une stratégie gagnante. Une vision globale qui anticipe le déroulement des choses bien avant le premier contact. C'est cette supériorité dans l'analyse et l'information qui fait la différence. Bien plus que le nombre de soldats ou la qualité des armes, finalement. C'est impressionnant, cette profondeur. Si on devait résumer les grandes leçons qu'on tire de cette plongée dans l'art de la guerre, qu'est-ce qui ressortirait le plus pour toi? Pour moi, je dirais premièrement la primauté absolue de la stratégie, de l'intelligence sur la force brute. C'est vraiment ça, le message numéro 1. D'accord. Ensuite, le rôle, mais alors central, de l'information, de la connaissance, de soi, de l'autre, du contexte et de la psychologie. Comprendre et manipuler les perceptions, le moral, c'est clé. Oui. Troisièmement, l'impératif vital d'adaptabilité. Cette capacité à toujours ajuster sa réponse face à un environnement et un adversaire qui change, comme l'eau, toujours. Ne pas être rigide. Jamais. Et enfin, la nécessité d'une préparation minutieuse, d'une analyse rigoureuse qui couvre tous les aspects avant de s'engager.
C'est un appel à la réflexion avant l'action, quoi. D'accord. Et pour terminer, cette sagesse, bon, elle a 2500 ans, elle a été conçue pour un monde de guerres incessantes. Comment on peut y réfléchir aujourd'hui? Est-ce que c'est juste une curiosité historique ou est-ce qu'il y a des échos dans notre monde à nous? C'est la grande question, hein. Et c'est ce qui rend ce texte toujours aussi pertinent, je crois. Évidemment, l'appliquer au pied de la lettre, ce serait absurde et souvent pas très éthique dans des contextes non militaires, faut être clair. Bien sûr, Parfois à gagner sans confrontation directe, c'est vrai que ça peut s'appliquer. ou dans la gestion de projets complexes. Évaluer les ressources, discipline, logistique, anticiper les obstacles, connaître le terrain, adapter le plan aux imprévus, adaptabilité, maintenir la cohésion de l'équipe, la doctrine. Ça résonne aussi dans ce domaine. Et même, j'irais jusqu'à dire, dans nos défis personnels, cette idée d'analyser la situation, de comprendre nos forces, nos faiblesses, d'anticiper les difficultés, de choisir le bon moment pour agir, ça peut avoir une résonance, non? Oui, c'est une perspective intéressante. La pensée finale, peut-être, ce serait celle-ci. Et si on essayait, de temps en temps, de regarder les situations complexes de nos vies pro ou perso, non pas comme des fatalités, mais comme des sortes de champs de bataille stratégiques. Des situations où l'analyse, l'adaptabilité, l'intelligence peuvent vraiment faire la différence. C'est une invitation, en fait, à aiguiser notre propre sens stratégique en s'inspirant un peu de ce vieux maître chinois.